par rapport au cours du temps. Ce livre, La machine à explorer le temps, est toujours présenté comme un roman de science-fiction, et en réalité, quand on le lit, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, c'est un livre politique, c'est-à-dire un livre dans lequel Wells extrapole la situation sociale de l'Angleterre de la fin du 19e pour montrer que la séparation entre les niveaux de vie des différentes classes sociales est tellement forte que si on extrapole vers le futur, on arrive à des situations catastrophiques. Et c'est pas vraiment de la science-fiction au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser un déplacement temporel pour juger le présent et en l'occurrence les problèmes sociaux de l'Angleterre de la fin du XIXe siècle. Alors, ensuite, au XXe siècle, évidemment, le filon a fait Flores. J'ai pas mis tous les romans, mais il y en a des centaines, j'ai pas tout lu. Ceux que j'ai cités là sont des livres que j'ai un peu étudiés. Donc, De peur que les ténèbres, c'est l'idée que pour éviter le Moyen-Âge, des individus vivant au XXe siècle décident d'apporter aux Romains des outils techniques qu'ils n'avaient pas, par exemple le suffrage, par exemple le canon, etc., les mitrailleuses, ce qui change évidemment la suite de l'histoire et fait disparaître le Moyen-Âge. Donc vous changez les éléments du passé, vous apportez des progrès techniques ou scientifiques qui sont apparus dans le cours de l'histoire normale ultérieurement et vous en faites profiter ceux que vous auriez aimé voir triompher tout au long de l'histoire. Ensuite, La saison de Grande Crue, ça c'est un livre très noir, c'est deux voyageurs temporels qui vont vers le futur et qui découvrent une civilisation très différente de la leur, de celle d'où ils sont partis, et ils se rendent compte que ces gens ont évolué d'une façon tellement importante qu'ils perdent tout contact sympathique avec eux, toute empathie à l'égard de ces individus, et ils se rendent compte qu'ils ne font plus partie de la même espèce. Et du coup, devant cette incapacité qu'ils ont à nouer des relations, ils reviennent dardard. Dans le présent, c'est la question, parce que si on peut se balader dans le temps, il n'y a plus vraiment de présent, puisqu'on est dans tous les présents. Alors, donc leur présent, c'est dans le futur ou c'est dans le présent d'où ils partent. Vous voyez que déjà, on sent qu'il y a des petits problèmes d'interprétation. Ensuite, un très grand roman qui s'appelle Ripley de Wood, qui lui raconte l'histoire d'un individu qui naît en 63 et qui meurt à 26 ans. Et puis ça redémarre, il renaît en 63 et il remeurt à 26 ans, etc. Avec un souvenir intégral de sa première vie. Donc pendant la deuxième occurrence, il fait ce que beaucoup de gens feraient à sa place, c'est-à-dire il joue au tiercé et au loto, puisqu'il a tous les numéros gagnants et tous les... Donc il fait fortune, mais ça ne le mène pas au bonheur. Et puis à la troisième vie, parce que ça recommence éternellement, il se lance dans d'autres activités, le sexe, la drogue, ça, c'est pas non plus le pied. Donc quatrième occurrence, il essaie autre chose. Il finit par rencontrer une fille dont il tombe amoureux, qui elle aussi est prise dans un cycle de répétition, mais il la rencontre de plus en plus tard à chaque cycle, et c'est l'horreur absolue, et il finit par vouloir mourir absolument, ce qu'il arrive à faire à la septième occurrence. Donc, tout ça pour dire que le voyage dans le temps, qui est souvent un objet de fantasme, ou souvent quelque chose dont on rêve que ça pourrait exister, peut être vécu comme l'enfer. Imaginez par exemple que vous deviez revivre éternellement cette journée d'aujourd'hui. Ah, quelle horreur! Bon, si elle a été bonne 2 fois, ça va, mais bon, après... si elle a été nulle, elle voilà. est tombée. Alors, un paysage du temps, c'est autre chose. Alors, avant, il y a la patrouille du temps. Oui, la patrouille du temps, je les mélange un petit peu. Mais Paul Anderson, c'est l'histoire d'une civilisation du futur qui est tellement contente de cette situation que ces gens sont habités par une terreur, c'est que quelqu'un pourrait venir modifier le passé et du coup leur présent. Et donc ils créent la patrouille du temps, c'est-à-dire des types armés jusqu'aux dents, qui ont des avions capables de remonter le cours du temps, et qui viennent constamment patrouiller le long du cours du temps pour vérifier que tous les événements qui se sont passés dans le passé sont bien réalisés.
Donc ils sont, on pourrait dire, les bras armés du principe de causalité, c'est-à-dire ils maintiennent leur présent par la surveillance du futur. Bon, comme quoi, quand on est heureux, on arrive quand même à se trouver des problèmes qui conduisent à ce genre d'activité finalement assez prenante. Un paysage du temps, alors là c'est des physiciens qui utilisent des tachyons. Vous savez, c'est des tachyons, c'est des particules dont on n'a jamais trouvé la moindre trace, mais qui, si elles existaient, ce seraient des particules qui remonteraient le cours du temps. C'est des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, et donc d'après les équations de relativité, elles pourraient remonter le cours du temps. Et en l'occurrence, ces physiciens essaient d'utiliser des tachyons pour prévenir les physiciens des années 30 de classifier, c'est-à-dire de garder secrètes, les découvertes qu'ils sont en train de faire. Notamment la découverte de la fission de l'uranium, qui a conduit à la bombe. Donc on leur dit, on leur explique. Pour vous, c'est une découverte intéressante, vous vaudra peut-être le prix Nobel, mais le mieux, c'est que vous la cachiez parce que par la suite, et nous on est bien placé pour le savoir, ces découvertes ont enclenché des événements dramatiques. Enfin, là, je quitte le registre des romans pour passer au LHC, qui a été, comme vous le savez, démarré il y a à peu près un mois. Ce collisionneur de particules qui est situé à Genève, dont la presse a pas mal parlé, je pense, qui est maintenant en panne, et qui sera inauguré mardi prochain par le président de la République. Je vais mieux quand même. Qui soit en panne pour 6 mois. Bon. On a présenté cette machine comme étant une machine à remonter dans le temps, en disant qu'elle allait recréer le Big Bang et nous permettre de comprendre l'origine de l'univers. Et évidemment, tout ça, c'est une sorte de publicité mensongère, puisque le LHC ne va pas remonter dans le temps, il va simplement recréer dans le présent les conditions physiques du passé. Il y a en fait un principe très fondamental en physique, qu'on a mis du temps d'ailleurs à comprendre vraiment, et ce principe, c'est celui qui dit que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. C'est-à-dire les lois physiques s'appliquent de la même façon, et elles sont invariantes par translation du temps, c'est-à-dire elles s'appliquent de la même façon à tous les instants du temps. Autrement dit, les lois physiques d'aujourd'hui, alors je ne parle pas des lois de la physique, je ne parle pas des lois des physiciens, je parle des lois de la physique, des lois de la nature si vous préférez. Ces lois d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 1000 ans, 10 000 ans, 1 milliard d'années. Et on pense qu'elles seront les mêmes dans 1 milliard d'années, etc. Les lois physiques n'évoluent pas. Et d'ailleurs, le seul fait de dire que les lois physiques n'évoluent pas a comme conséquence directe, qu'on peut démontrer très simplement, une loi que vous connaissez tous, qui est la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie, c'est la manifestation de l'invariance des lois physiques par translation du temps. Bon, je l'affirme comme ça sans le démontrer. Si vous avez des questions à la fin, je pourrais vous donner quelques arguments supplémentaires. Mais voilà, cette idée, on la comprend bien maintenant, mais au début du XXe siècle, elle était mal comprise. Parce que comme vous le savez, quand Einstein a écrit les équations de la relativité générale, il s'est rendu compte, aidé par d'autres physiciens, qu'il n'existait pas de solution statique de ces équations. Or, à l'époque, donc il y a un siècle, en un siècle même, tout le monde en Occident était convaincu que l'univers était statique. L'univers, il est comme nous voyons. Il a toujours été comme nous voyons qu'il est. Oui, elle a dit oui. Bien sûr, il y a des mouvements, on voit des galaxies ou des nébuleuses, comme on disait à l'époque, qui se déplacent. On voit que les étoiles se déplacent. Mais ces déplacements que nous observons sont ceux qui ont toujours été observés. Donc il y a de la dynamique dans l'univers, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Et Einstein, qui lui avait écrit une équation qui n'avait pas de solution statique, comme vous le savez, a transformé son équation en ajoutant une constante qu'on appelle la constante cosmologique, qui a joué le rôle d'une sorte d'antigravité, et qui permettait que dans un univers dans lequel les galaxies s'attirent, et donc l'espace a tendance à se comprimer, ajoute une autre force qui est une force d'antigravité par laquelle l'espace se repousse lui-même. Et si on règle bien la valeur de cette nouvelle constante, eh bien on a un équilibre qui fait que cette équation d'Einstein permet des solutions statiques. Parce que pour Einstein, si l'univers est statique, pardon,
Si les équations sont indépendantes de l'endroit, de l'instant auquel on les applique, c'est que l'univers ne peut être que statique. Or, on a compris depuis, et d'ailleurs Einstein lui-même a fini par se rallier à cette analyse, que ce qui a évolué au cours de l'univers, et maintenant on sait qu'il a évolué, le Big Bang, etc., il était beaucoup plus dense, beaucoup plus chaud, etc. dans le passé. Ce qui a évolué, ce ne sont pas les lois physiques. Ce qui a évolué, ce sont les conditions physiques. Les conditions physiques. Alors, l'univers était plus chaud, plus dense, mais même plus chaud et plus dense, il était soumis aux lois physiques d'aujourd'hui. Et l'idée du LHC, bon, vous en avez entendu parler, donc je vais être très bref, hein, on fait des collisions de protons à cette thèse, donc 7000 GeV, c'est en fait chaque proton a l'énergie cinétique d'un moustique en vol, on fait un carton, ça crée une densité d'énergie très grande, qui est égale à celle qui était partout présente dans l'univers, à une certaine étape, pour son histoire très ancienne, dans ce qu'on appelle l'univers primordial. Comme les lois physiques n'ont pas changé, si on reproduit les conditions physiques, on verra les mêmes phénomènes physiques. Donc c'est pas une machine à monter dans le temps, c'est une machine qui permet à l'univers de vivre dans un tout petit volume, et pendant c'est pas très loin, de vivre une cure de jouvence. D'accord ? Il revit dans un petit coin d'espace-temps les événements physiques qu'il a connus il y a 13,7 milliards d'années. Et dans ces événements, on espère bien que parmi eux, on en trouvera quelques-uns qui manifestent la présence du boson de Higgs ou de particules supersymétriques qui pourraient constituer la matière noire ou même des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Bon, on n'en est pas là, c'est juste pour dire que le LHC, qui est partout présenté comme une machine à remonter le temps, n'en est pas une. Et puis, surtout, ça c'est une remarque qui n'a rien à voir avec la physique, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous lisez l'un quelconque des romans que je viens de citer, au bout de quelques pages, on est pris d'une sorte de malaise. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien où on est, ce qui est normal puisqu'on voyage. Mais surtout, on se rend compte que l'auteur qui raconte un voyage dans le temps n'a pas pu raconter son histoire sans mettre en place deux temps différents. D'une part, le temps du voyageur temporel. Mais je mange pas n'importe quoi. On a un voyageur temporel, toujours plusieurs, ils ont une montre qui leur indique leur temps à eux. Et d'autre part, le temps dans lequel ils voyagent. Si leur temps personnel, leur temps propre, est identique au temps dans lequel ils voyagent, il n'y a plus de voyage dans le temps. D'accord ? Et donc, c'est bizarre. Quand on raconte un voyage dans le temps, on met en scène de façon systématique, en tout cas dans les exemples que j'ai cités là, deux temps différents. Ça veut dire qu'on ne raconte pas un voyage dans le temps, mais on raconte le voyage d'un temps dans un autre temps. Évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le voyage dans le temps est quelque chose qui est impossible à raconter ? Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire que voilà, on a une difficulté. Je ne dis pas si je dis pas encore si cette, je ne sais pas encore si cette difficulté est radicale, mais en tout cas, elle est présente dans chacun des romans que j'évoque ici. Et par hasard, au hasard de ma lecture, j'ai d'ailleurs trouvé cette phrase que je répète ici de Alain, vous savez, le philosophe Alain, qui avait été passionné par le roman de Wells, La machine à explorer le temps. Et voilà ce qu'écrit Alain dans son journal intime. Ça n'a pas été publié. Enfin, en tout cas, ça a été publié bien après sa mort. L'observateur qui a conduit la machine revient au temps d'où il est parti, retrouve ses amis et retrouve l'univers comme l'univers était au départ. Il faut donc qu'il existe en même temps des états de l'univers en des temps différents, ce qui ne va plus. Il retourne dans le passé, il croise un Alors, autre ouais, ça a compris qu'il y a un problème. Alors lui, il dénonce, comme je viens de le dire, c'est-à-dire en imaginant que pour raconter un voyage dans le temps, Wells fait glisser un univers le long d'un autre univers. Il y a deux mondes. Bon, moi je l'ai dit autrement en disant il y a deux temps, mais c'est la même idée. C'est-à-dire, pour qu'il y ait voyage, il faut qu'il y ait déplacement du voyageur par rapport au territoire, temporel en l'occurrence, qui est son terrain de déplacement. Sinon, il n'y a plus de voyage. Il y a quelqu'un à Paris qui retourne à Lutèce. Donc, alors,
J'en viens maintenant à la physique. Ça serait vraiment un peu long à complètement détailler ici, mais là je vous demande de me croire. On en parlera plus au moment des questions si ça vous intéresse. Mais si on regarde l'histoire de la physique, depuis Newton jusqu'à aujourd'hui, et j'exclus de mon propos les théories qui sont à l'ébauche aujourd'hui, qui essaient d'unifier la gravitation et la physique quantique, genre théorie des cordes, ou bien la gravité quantique à Planck, pour ceux qui connaissent. Je ne parle ici que des théories qui marchent, qui sont terminées, qu'on utilise, c'est-à-dire la mécanique classique, celle de Newton, c'est-à-dire la thermodynamique, c'est-à-dire la relativité d'Einstein, 1905, la relativité restreinte, la relativité générale, et puis la physique quantique, c'est-à-dire la physique qu'on utilise pour décrire les particules élémentaires ou les atomes, ou les objets, disons, microscopiques. Et ce qui est remarquable, c'est que, alors que dans le langage courant, dont vous savez qu'il n'a pas changé depuis Galilée, Galilée est le premier à mettre le paramètre temps dans une équation de la physique. Il est le premier à mathématiser le temps, et il l'a fait pour la loi de la chute des corps. Il a montré que la vitesse de chute d'un corps est indépendante de sa masse, et d'autant plus grande que la durée de la chute est grande. Les corps s'accélèrent, et leur vitesse devient proportionnelle à la durée de la chute, et surtout, et c'est ça qui est en rupture complète avec la loi d'Aristote, qu'on avait enseignée pendant 2000 ans, il a montré que c'était, disons, indépendant de la masse. C'est ça le résultat révolutionnaire. Le meilleur moyen de retourner dans le passé, c'est d'interroger notre langage, morts. La façon Être en communion quotidienne avec les que morts. nous avons de dire le temps Eux, ils ont été dans le n'a passé. nullement Ils été peuvent nous affecté transmettre des messages. par les révolutions de la Il n'y a physique. pas besoin de faire Concernant le le temps. voyage. Il n'y en a pas beaucoup, il y a la mécanique, la relativité, la mécanique quantique. Relation Ces révolutions n'ont pas changé nos discours. Les gens, des femmes. Or, nos discours ne cessent pas de confondre le temps et le changement. Ou, si vous préférez, le temps et le devenir. Le temps passe dans la mesure où quelque chose change dans le temps. Le temps, c'est le changement. Ok ? C'est bonne, Marianne. Je ne dis pas que c'est présent dans toutes les expressions, je ne dis pas non plus que c'est présent dans toutes les philosophies. Kant, par exemple, s'était démarqué de ce point de vue, mais c'est quand même dominant. D'ailleurs, quand plus rien ne se passe, on dit que tout se passe comme si le temps ne passait plus. Quand rien ne bouge, le temps s'arrête. Donc on associe directement écoulement du temps et intensité des transformations qui se produisent au cours du temps. Et ce qui est remarquable et passionnant, c'est ça en fait qui est passionnant avec la physique, c'est qu'elle permet de temps en temps de faire des découvertes philosophiques négatives. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'elle entre en concurrence avec la philosophie. Mais ça veut dire qu'à propos d'une question philosophique, elle vient parfois apporter des résultats qui viennent limiter, contraindre, parfois éclairer l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut donner à une question philosophique. La question philosophique, ça serait: existe-t-il un lien direct entre le temps et le devenir ? Et la physique répond non. Elle répond d'une façon radicale. C'est-à-dire que la physique distingue dans ses équations le cours du temps. C'est-à-dire le fait que le temps avance selon un cours irréversible. D'accord ? Le temps avance selon un cours irréversible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer deux fois par le même instant. Ça veut dire que le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Ça, c'est la première chose. Le cours du temps est irréversible. Et puis, il y a une deuxième chose que les physiciens appellent la flèche du temps et que les philosophes appellent le devenir, qui correspond non plus à l'irréversibilité du temps, mais à l'irréversibilité des phénomènes temporels. C'est-à-dire que dans ce cours irréversible, il y a des phénomènes qui sont réversibles, il y a des phénomènes qui sont irréversibles. Quand les phénomènes sont irréversibles, on dit qu'ils subissent la flèche du temps. Quand ils ne sont pas irréversibles, c'est-à-dire qu'ils sont réversibles, on dit qu'ils ne subissent pas la flèche du temps. Je vous donne deux exemples. Quand la Terre fait un tour autour du Soleil, elle revient à sa position de départ. Elle a pris un an dans la Lune,
mais elle est dans le même état physique. Donc elle a suivi le cours du temps, puisqu'elle a pris 1 an, mais elle n'a pas subi d'évolution, donc elle n'a pas subi la flèche du temps. En revanche, si vous filmez l'explosion de cette ampoule, et si vous projetez le film à l'envers, vous verrez à l'écran un processus qui est non physique. Vous verrez tous les éclats se rapprocher du culot et puis finir par s'assembler dans une ampoule parfaitement reconstituée. Et vous verrez tout de suite que le film est à l'envers. On n'avait jamais vu des fragments de verre se rassembler pour former une ampoule neuve. Pourtant, les équations de la physique vous disent si un phénomène se produit, physique quelconque, vous le filmez, vous passez le film à l'envers. Comme les équations de la physique sont réversibles, le film que vous voyez à l'envers est aussi physique que le film initial. Donc la physique a un problème avec l'irréversibilité. Vraiment un problème. Qu'on a résolu avec l'entropie, vous savez, avec le second principe de la thermodynamique, avec d'autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire que même pour la physique, on s'approche de la mort. L'irréversibilité des phénomènes est un problème. C'est le problème de la flèche du temps. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'existe pas de théorie physique fondamentale à devenir intégrée. Toutes les équations fondamentales de la physique sont réversibles. Et donc elles disent, si vous filmez un processus physique et passez le film à l'envers, ce que vous voyez à l'écran après cette opération est différent de ce que vous avez filmé, mais c'est régi par les mêmes lois physiques, donc c'est physiquement possible. Or, autour de nous, il y a une telle expression, tel phénomène, qu'on filme, et quand on les passe à l'envers, une fois que l'galette est mangée, on voit elle est qu'ils se mettent à mangée, l'envers. elle peut plus revenir. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui sont physiquement impossibles. Et ça nous occupe depuis 150 ans, depuis Boltzmann. C'est comment comprendre que dans l'univers, il y ait des phénomènes irréversibles, alors que les équations de la physique sont réversibles. Vous avez des gens qui disent, Prigogine au XXe siècle, mais d'autres avant lui au XIXe, disent l'irréversibilité manifeste, la galette dans mon ventre, vos équations sont réversibles, donc vos équations sont fausses. Elles nient le temps. Et puis vous en avez d'autres qui disent les équations sont réversibles, elles sont justes, et l'irréversibilité des phénomènes vient d'une interprétation qu'on peut faire à partir de ces équations réversibles, en disant que quand le nombre d'atomes mis en jeu dans le phénomène physique est très grand, de l'irréversibilité apparaît. Autrement dit, l'irréversibilité macroscopique est liée au très grand nombre de constituants élémentaires qui sont engagés dans le processus. C'était l'argument de Boltzmann, et évidemment, on l'a tiré dessus parce qu'il invoquait l'atome, et au XIXe siècle, on ne croyait pas à l'atome. D'accord? Donc c'est une longue histoire que je raconte dans le bouquin, mais Boltzmann a été victime d'attaques de plus en plus violentes parce qu'il croyait à l'atome sans pouvoir prouver son existence, et du coup on l'accusait de faire de la métaphysique, et il a fini par se suicider l'année où on a découvert l'atome. Oh, c'est bête. Il manquait de patience. Ah merde. Donc, tout ça pour dire... Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ou plutôt si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair, comme disait Bohr. Alors non, simplement, voilà, en physique, il y a le cours du temps et il y a la flèche du temps. Pour résumer, le cours du temps, c'est ce qui vous empêche de retrouver dans le futur le cours du temps. Un instant que vous avez connu dans le passé. Je dis bien un instant. C'est sa définition officielle. La flèche du temps, l'irréversibilité des phénomènes, elle vous empêche de retrouver dans votre futur un état physique que vous avez connu dans le passé. C'est que c'est pas la même chose. Dans un cas, c'est un instant, dans l'autre cas, c'est un état physique. D'accord ? Disons que le cours du temps vous empêchera dans le futur d'avoir un âge plus faible que le vôtre actuellement. Et la flèche du temps vous empêchera de ressembler dans le futur à l'enfant que vous étiez. Donc c'est très important de comprendre cette distinction, parce que ça signifie que si on parle de voyage dans le temps, on ne parle pas de retrouver un état physique du passé. On parle de retrouver un instant. C'est fini pour elle, elle est morte. D'accord ? Donc je voulais faire cette précision, et je me demande en voyant vos têtes si j'ai eu raison. D'accord ?
Alors quand même, voilà un peintre que vous connaissez sans doute qui s'appelle Romano Palcar. Et lui, je l'ai rencontré, il a 82 ans. C'est un garçon très spécial. Hein, mais sa peinture, son œuvre, disons, illustre exactement ce que je suis en train de vous dire. Il n'a jamais fait de physique, il n'a jamais lu de livre de physique, mais en 64, c'est-à-dire il y a 44 ans, il vivait à Varsovie et il avait rendez-vous avec son épouse dans un café. Et sa femme n'arrivait pas, il s'inquiétait. Il ne connaissait pas la phrase de Guitry qui dit que Madame est en retard, c'est donc qu'elle va venir. Il ne connaissait pas ce théorème rassurant. Donc il s'est impatienté, il s'est même inquiété, et il a senti ce qu'il appellera par la suite la compacité du temps. C'est-à-dire le fait que lorsque vous attendez avec impatience un événement du futur, ça ne le fait pas venir plus vite. C'est même le contraire. D'accord ? Donc l'impatience n'accélère pas l'avènement, l'advenu de l'événement que vous attendez. D'accord ? Et ça l'a tellement traumatisé que depuis, il peint la suite des nombres entiers sur des toiles en fond noir. D'accord ? Donc il peint ce qu'on pourrait appeler le cours du temps. Parce que la suite des nombres entiers a ceci de commun avec le cours du temps que chaque nouveau nombre se construit à partir du précédent de la même façon que tous les autres. Tous les nombres sont différents, mais tous sont construits de la même façon. Exactement comme le cours du temps, qui fabrique des instants présents à chaque fois renouvelés. Tout instant présent nouveau est un instant inédit. Je me remets bien. Le temps n'est jamais passé par là. Et en même temps, cet instant a le même statut que tous les autres. Puisque les lois physiques vont s'y appliquer de la même façon qu'à tous les autres instants. Puisque Newton a pris un temps homogène. Tous les instants sont différents, mais ils sont tous fabriqués de la même façon par le cours du temps. Okay ? Et donc ça donne ça. En 74, il avait atteint le million. Et à chaque fois qu'il a terminé une toile, elle fait à peu près 2 mètres sur 1 mètre 20 ou 1 mètre 50, il se prend en photo dans la même situation, c'est-à-dire à peu près le même regard, la même chemise, le même éclairage. Et voilà. Ça, c'est le cours du temps. Ça, c'est la flèche du temps. D'accord ? Les cheveux qui blanchissent, les rides, etc. D'accord ? Il a séparé le cours du temps de la flèche du temps, exactement comme il fait la physique. Simplement, il a fait une bêtise. En 74, il était au million, donc il a fait un calcul d'espérance de vie. Il s'est dit, si je veux à la fin de mes jours peindre avec un pinceau blanc sur une toile blanche, il faut que j'injecte du blanc dans chaque toile que je commence. Il a fait un petit calcul qu'il a convaincu qu'il devait ajouter 1% de blanc dans le fond noir dans chaque nouvelle toile qu'il commençait. Et c'est ça l'erreur, puisqu'il a injecté du devenir dans le cours du temps, exactement comme le propose Prigogine. C'est la grande erreur. Il a cessé de séparer le cours du temps de la flèche du temps. Alors que la physique, elle, il n'a aucun compte à rendre à la physique. Hein. Il est libre. Hein. Je ne critique pas. Pour la pédagogie du physicien, c'est un peu embêtant qu'il ait fait ça. Voilà. Bon, ça c'est un peu compliqué. Ah, si, quand même. Je vais vous parler de ça. Ça renvoie à des débats contemporains. J'arrive au voyage dans le temps, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, chez les physiciens, il y a un débat qui ressemble à un débat qui a déjà eu lieu. Quand le facteur temps ne sonne jamais 2 fois, mais l'histoire repasse les plats. Quand il y a des choses qui reviennent. Notamment le débat qui a eu lieu entre Leibniz et puis Newton. En fait, c'est pas Newton directement, c'est son secrétaire qui s'appelait Clark. Ils ont eu une correspondance qui a duré pendant 2 ans. Et vous savez que ce que dit Newton dans les Principia, c'est ça. L'espace absolu, et dit la même chose du temps, sans relation aux choses externes, demeure toujours similaire et immobile. D'accord ? C'est-à-dire que pour Newton, l'espace est un invariant et il est indépendant des phénomènes qui se déroulent en son sein. L'espace est absolu, le temps est absolu. C'est-à-dire que le cours du temps chez Newton demeure identique à lui-même, quels que soient les événements qui se déroulent dans l'univers. Rien ne peut affecter le cours du temps. Et donc, pour Newton,
le temps est une substance. Enfin, on va dire l'espace-temps. On va intégrer la relativité tout de suite, on parle pas de temps et d'espace, mais d'espace-temps. Mais l'idée, c'est que l'espace-temps, c'est vraiment une substance particulière qui constitue une sorte d'arène, comme cette salle ici, cette scène ici. C'est une scène sur laquelle se trouvent des objets physiques qui ensuite se déplacent. Ils peuvent être sujets à des phénomènes physiques. Mais l'espace-temps préexiste aux objets physiques. Ah, c'est beau. Et donc pour Newton, dans l'univers, il y a deux sortes de choses. Il y a d'une part l'espace-temps, qui est une substance particulière, et il y a d'autre part les objets physiques, qui sont d'une essence Je vais arrêter là parce que différente. c'est lourd à télécharger Alors que après. pour la nuit, Voilà, salut. d'ailleurs, il reprend C'est un drôlement courant intéressant. très ancien, Alors ça, c'est une conférence. aristotélicien, Je vais mettre Descartes a dit le la lien. même chose, et plus tard Mach Étienne Klein, va dire peut-on des choses voyager similaires. dans le temps? L'espace et le temps Alors, les n'apparaissent vidéos, que c'est un moyen de secondairement voyager aux dans objets le temps, par pour exemple. exprimer des relations de entrer en continuité et de communion avec succession des qui gens, s'entretiennent les uns avec les autres. Autrement dit, pour la Vivant Nietzsche, ou mort, hein. il n'y a pas l'espace-temps et C'est les un objets, il moyen n'y a de que des liaison, quoi. il y a Voilà, que salut. des objets.